À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio, même heure au ministère de la Santé et de l'Action sociale à la une de l'actualité. La Covid-19 au Sénégal, le bilan s'alourdit, la courbe inquiète. Les derniers chiffres révèlent plus de 150 nouvelles contaminations et 3 décès. Le gériatre Ousseynou Ka appelle à la vigilance, insiste sur le renforcement du dispositif de prise en charge des personnes âgées. L'enseignant à l'université de Bambey sera l'invité de ce 12h. Dérive des médias audiovisuel en ligne, le président Sall tape sur la table et demande une régulation systématique des sites d'information. Les internautes apprécient l'application stricte du code de la presse, seule solution selon le professeur des médias Bouna Manel Fall. Le CNRA et le ministère de la Communication travaillent sur cette question. À suivre également les nouvelles restrictions de l'État qui étouffent les acteurs culturels. Malgré les manifestations d'hier, les salles de spectacle restent fermées. Ont tout décidé les autorités étatiques, mais une enveloppe de 2,5 milliards est débloquée pour soutenir le secteur. Une rencontre avec la tutelle s'est tenue ce matin. L'actualité internationale sera démise. La page sport et la revue de la presse complètent cette édition d'information mise en ordre aujourd'hui par Aline Badra Sossé. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter Sud FM Sen Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons à Saint-Louis, là où le transport urbain est paralysé. Les chauffeurs de minibus Tata ont mis leur véhicule aux arrêts et pour 24 heures, c'est suite à l'incendie d'un de leurs bus par des habitants de Guet-Ndar. Ces derniers en colère après le décès d'un jeune du quartier fauché par ce minibus l'ont réduit en cendres. Vous nous en dites plus, Yves Tendeng, que je dis bonjour. Bonjour Babacar Samb, vous l'avez dit, c'est un arrêt de travail de 24 heures qu'ont observé les chauffeurs et propriétaires de minibus Tata ici à Saint-Louis. Cela fait suite donc à l'incident survenu donc hier soir au niveau de la langue de Barbarie où l'un de leurs minibus qui assurait la liaison entre Pikine et Hydrobase fut incendié par les habitants de Guet-Ndar. Tout est parti selon certains témoins de l'accident qui a coûté la vie au jeune Mohamed âgé de 8 ans, habitant donc ce quartier de Guet-Ndar qui a été fauché mortellement par le dit minibus dans l'après-midi de ce mercredi. En colère, donc les habitants ont aussitôt incendié le minibus avant donc de caillasser quelques camions frigorifiques qui se trouvaient sur place. Ce qui explique donc d'ailleurs ce mouvement d'humeur des chauffeurs de minibus Tata qui ont fait face ce matin à la presse avant de décréter 24 heures d'arrêt de travail. Une décision qui n'est pas sans conséquence dans la ville en ce qui concerne donc le secteur du transport au vu des nombreuses difficultés que rencontrent présentement nombreuses donc populations de la ville tricentenaire qui, pour se déplacer d'un endroit à un autre, sont obligés donc de marcher de longues distances. Voilà donc pour retenir pour le moment par rapport à cette affaire, donc d'où une enquête ouverte par les éléments de la police pour tenter de connaître davantage les raisons, donc ou bien tenter davantage ce qui a conduit à cet accident qui a coûté la vie à ce jeune Guet-Ndarien âgé de 8 ans, nous l'avons dit, du nom de Mohamed. Un accident donc qui a conduit aujourd'hui à ce mouvement d'humeur des chauffeurs de minibus Tata de la ville tricentenaire. D'où vous a parlé donc Yves Tendeng pour Sud FM. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la Covid-19. Le bilan s'alourdit et inquiète. Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé et de l'Action sociale, 157 nouvelles contaminations au coronavirus et 3 décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Le directeur de la prévention insiste sur le respect des mesures de prévention. Dr El Hadj Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 2160 tests réalisés, 157 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,27%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 54 cas contacts suivis par nos services, 2 cas importés enregistrés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass et 101 cas issus de la transmission communautaire
répartis comme suit: 10 à Kaolack, 9 à Dakar Plateau, 7 à Dara, 6 à la Cité Soprim, 5 à Mermoz, Podor, Richard Toll et Touba, 4 à Thiès, 3 à Keur Massar, Mbao, Ouakam, Parcelles Assainies et Pikine, 2 à Fatick, HLM, Mariste, Rufisque, Saint-Louis, Tamba et Yoff, 1 à Derklé, Fann Bel-Air, Fass Delorme, Grand Dakar, Guédiawaye, Guinguinéo, Liberté 6, Linguère, Matam, Mbour, Médina, Niary Tally, Ngor, Ouest Foire, Sicap Baobab et Yeumbeul. 85 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 27 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 3 décès ont été enregistrés ce mercredi 23 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 200 cas ont été déclarés positifs, dont 16 742 guéris, 381 décédés et donc 1076 patients sous traitement. Docteur El Hadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, qui a révélé donc ce matin 157 nouvelles contaminations au coronavirus et 3 décès. Je vous rappelle que le rebond de la pandémie de Covid-19 a été évoqué hier en Conseil des ministres. Le président Sall a insisté sur la nécessité de redoubler de vigilance au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne ainsi qu'aux frontières. Le chef de l'État a demandé aussi au ministère de la Santé et de l'Action sociale de veiller à la motivation des personnels de santé dans ce contexte de crise sanitaire, dans ce contexte de hausse des cas de contamination. Les personnes âgées doivent être protégées, mais avec les mesures ou même les mêmes mesures barrières. À cela s'ajoute un confinement adapté. Au-delà de ces mesures, il faut rester vigilant, surveiller la tension de ces personnes âgées et leur alimentation. Entre autres, donc, recommandations du docteur Ousseynou Ka, enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey et gériatre. Vous l'entendrez, il sera l'invité de ce 12h. À Ziguinchor, la crise sanitaire a eu un impact sur le commerce des jouets pour enfants. Les vendeurs qui éprouvent d'énormes difficultés à écouler leurs produits sont dans le désarroi, nous dit Ben Michel Kanfoudi. Noël cette année a une toute autre saveur. Les marchands de jouets et autres articles pour enfants se font rares dans les rues de Ziguinchor, surtout dans le centre-ville. L'impact de la crise sanitaire est certainement passé par là. Quelques rares étals ornent le décor du rond-point Jean-Paul II et les vendeurs éprouvent d'énormes difficultés pour écouler leurs produits. Adam Ndiaye est vendeur. L'année passée, à cette époque, on avait déjà écoulé le plus gros de nos produits, mais cette année, c'est vraiment difficile, très difficile. Cette année, avec le contexte, nous vivons vraiment des situations difficiles. Mais par rapport à différence à... Son voisin Moustapha Rassoul confirme le problème d'écoulement. Non, il y a un impact parce que ah oui, si je me fie aux explications de mon voisin, la situation quand même est difficile pour nous. Cette mévente n'a même pas épargné le grand magasin du centre-ville géré par Ibrahima Barro. Bon, cette année-ci, on a des problèmes à vendre. Pour vendre nos cadeaux de Noël là, c'est des problèmes. Parce qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de clients qui viennent pour acheter, c'est des problèmes, c'est compliqué. C'est difficile de voir un client. Pour voir des clients qui viennent pour acheter, c'est des problèmes, c'est difficile, tu ne vois même pas. Il y a peu de clients qui viennent et puis tu sens nettement qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Ils veulent acheter, mais il n'y a pas d'argent. Ici, les vendeurs expriment un mince espoir de booster leur chiffre d'affaires dans ce contexte. Ben Michel Kanfoudi, Ziguinchor, Sud FM. Ben Michel Kanfoudi, autre préoccupation, celle des acteurs culturels. L'État du Sénégal vient à la rescousse du secteur culturel à hauteur de 2,5 milliards de francs CFA et malgré leurs manifestations pacifiques, c'était hier. Les salles de spectacle vont rester fermées en cette période. La priorité est la protection des populations. Les acteurs culturels ont rencontré ce matin le ministre de la Culture. Compte rendu, Josette Kali. La protection et la préservation de la santé des populations passent avant tout autre intérêt et même besoin. Ainsi répond le ministre de la Culture aux acteurs culturels, Abdoulaye Diop.
Il s'agit de notre pays. Et notre pays, c'est les artistes, plus les chauffeurs, plus les mécaniciens, plus les tailleurs, plus les enseignants, plus tout le monde. Ça, il faudrait qu'on soit d'accord sur ces questions. Mais la priorité des priorités, c'est protéger nos concitoyens. Vous avez un rôle important à jouer comme chacun dans un pays. Aujourd'hui, nous devons tous, encore une fois, quand il s'agit du pays, nous devons tous être devant parce que nous avons un ennemi public qui s'appelle le Covid. Et ça, il faudrait que ça, qu'on introduise. La maladie est là, elle est en train de se diffuser sur l'ensemble du territoire. Les gars, ça appelle le bon sens de tout le monde. Après une première subvention à hauteur de 3 milliards, le chef de l'État remet sur la table une autre enveloppe. Nous avons eu l'écoute et la compassion du chef de l'État qui m'a demandé encore hier de mettre à votre disposition 2,5 milliards. C'est l'information que je voulais vous donner. Maintenant, les 2,5 milliards, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait que toutes les structures vous regroupez, qu'on en parle. Parce qu'ici, quand on parle d'argent, c'est très sensible. Des fonds qui, cette fois-ci, vont être distribués de façon équitable, selon Zeynoul Sow, président de l'association de l'industrie musicale. Nous avons eu déjà une bonne expérience parce que 3 milliards avaient été déjà alloués à la culture pour le premier lot de fonds alloués vraiment pour la relance économique. Et là, nous allons suivre le même modèle, peut-être essayer de l'affiner encore plus avec la direction des arts. Nous allons nous concerter, toutes les parties prenantes vont se mettre autour d'une table pour décider comment est-ce que nous allons distribuer ces fonds-là et qui sont les impactés, qui sont les principaux concernés. 24 heures après leur manifestation pacifique, les acteurs culturels vont devoir prendre leur mal en patience avant de renouer avec les scènes. Josette Kali, donc les acteurs culturels qui ont rencontré ce matin le ministre de la Culture. Parlons de la presse en ligne et les dérives notées dans les médias en ligne. Le chef de l'État tape sur la table et exige la régulation systématique des sites d'information qui, si on y prend garde, risquent de porter fortement atteinte à la cohésion sociale. Le CNRA et le ministère de la Communication, qui sont en phase avec le chef de l'État, sont dans une dynamique d'application effective des textes qui sont prévus par le Code de la presse. Depuis des mois, les acteurs travaillent sur cette question qui prendra en charge la problématique de la presse en ligne. C'est selon, en tout cas, Matar Sall, directeur de cabinet du président du CNRA, joint par Mame Diarra Da Silva. Parmi les nouveautés, il y a que la presse en ligne est prise en charge, donc vraiment comme une entreprise de presse, et donc comme les éditeurs classiques, comme les distributeurs, la presse en ligne donc est prise en charge par la réglementation. Et par conséquent, donc vraiment, les sites internet fournissant des services de communication audiovisuelle seront sous le coup de la régulation. À ce niveau aussi, vous me permettrez de dire que effectivement la régulation est prévue par la réglementation. D'abord, la loi portant création du CNRA, également la loi portant code de la presse. Donc, selon l'article 1er de la loi portant création du CNRA, donc il est dit l'organe de régulation a pour mission essentielle d'assurer le contrôle de l'application de la réglementation sur l'audiovisuel. Donc cette disposition, déjà qui datait de 2006, signifie que, outre les dispositions contenues dans la loi créant le CNRA, ce dernier veille au respect de l'ensemble de la réglementation en vigueur, applicable donc à la communication audiovisuelle. En conséquence, donc, de par cette loi, les dispositions relatives à la communication audiovisuelle contenues dans la loi portant code de la presse et dans n'importe quel autre texte, parce qu'on peut citer par exemple la loi sur les droits d'auteur et les droits voisins, la loi sur la protection des données personnelles, le code pénal même, la loi sur les transactions électroniques. Donc, quel que soit donc vraiment le texte, à partir du moment où ça concerne la communication audiovisuelle, c'est donc dans le champ de compétences du CNRA. Le code de la presse est allé plus loin parce que le code de la presse, clairement, en son article 94, l'exercice de toute activité d'édition, de distribution et de diffusion de services de communication audiovisuelle, il dit, quelle que soit la technologie utilisée, est subordonnée à une autorisation délivrée par le ministre chargé de la communication, après avis conforme de l'organe de régulation dans les conditions définies par le code. Et là, cette disposition signifie que toute personne morale qui exploite un site Internet fournissant un service de communication audiovisuelle doit être détentrice d'une autorisation du ministre de la Communication. L'application stricte du code de la presse, seule solution pour mettre un terme aux dérives de la presse en ligne, sentiment du professeur de droit des médias, Bouna Manel Fall. Il soutient qu'il faut un arsenal juridique, un volet éducation aux médias et la prévention pour assainir le secteur. Bouna Manel Fall avec Rapsel Emmanuel. Commencez d'abord par
respecter ce que la législation dit, que ce soit le code de la presse ou le code pénal ou le code de procédure pénale. Ce que la loi dit est très clair, que la responsabilité des publications de presse est prévue par l'article 43 de la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant code de la presse. Cet article 43 est très précis. Il dit que les administrateurs ou les directeurs de publication sont responsables des publications ou diffusions de toutes sortes. Donc ça, c'est un principe de responsabilité qui est déjà posé. Maintenant, il faut faire une distinction selon que l'on est dans un espace éditorial dont la rédaction a la maîtrise ou selon que l'on est dans un espace de contribution personnelle. C'est ce qu'on appelle l'espace dédié aux commentaires. Pour ce qui concerne l'espace éditorial, le régime juridique est partagé entre position du code de la presse et l'édition du code de procédure pénale. Généralement, c'est tout le régime juridique applicable au délit de presse, que ce soit la diffusion de fausses nouvelles, la diffamation, etc. Donc là, c'est connu et reconnu et c'est pratiquement du droit commun. Mais là où il y a eu une innovation dans le cadre du code de la presse, de la nouvelle législation sur la presse, c'est que le code de la presse de 2017 a prévu un article 179 qui en fait dispose que dans ces espaces de contribution personnelle, les administrateurs ou les éditeurs doivent mettre en place un dispositif approprié de modération. Donc il ne s'agit plus, comme dans le cadre de la responsabilité éditoriale, d'une prise en charge directe par la conscience collective qu'est la rédaction du traitement, de la collecte, du traitement et de la diffusion de l'information. Mais là, il y a une responsabilité déléguée à une entité extérieure à la rédaction, en l'occurrence une société de modération, qui doit mettre en place un dispositif de veille et d'alerte pour prévenir tout manquement qui pourrait être préjudiciable, en fait, à la législation. Maintenant, à côté de ces mécanismes légaux qui sont prévus par la loi, il y a en fait un travail d'éducation aux médias à mettre en place et cela représente un travail extrêmement important, s'inscrit dans une longue durée, dans une perspective de développement du secteur de l'information et de la communication. Régulation systématique des sites d'information. Les Sénégalais rencontrés disaient être en phase avec le chef de l'État Macky Sall. Dans ce reportage de Odile Minkilan, les internautes exigent même des mesures. Je suis d'accord, parce qu'il y a trop de trucs de pervers dans les sites internet. Ce parent d'une cinquantaine dit être en phase avec le chef de l'État Macky Sall qui demande une régulation systématique des sites d'information. Il y a des sites qui incitent à la débauche des enfants. Trop de dérives, des valeurs culturelles foulées aux pieds. Nous, dans le clergé et dans la religion musulmane, ça c'est pas de notre éducation. On ne connaît pas des trucs pervers. On ne peut même plus éduquer nos enfants à cause de ça. Nous faisons juste de s'allier parce que nous avons constaté qu'il y a pas mal de sites qui nous invitent à vaquer notre préoccupation sans pour autant satisfaire la curiosité intellectuelle ou bien en nous donnant quelque chose d'utile. Oui, il faut revoir certains sites parce qu'il y a des sites, il y a des jeunes qui ne savent rien. Ils accèdent directement dans n'importe quel site, regardent des choses qui dingues. Les internautes alertent et exigent des mesures. On doit supprimer ces sites-là. Le président, je suis avec le président. Et CNRA pour qu'on supprime tous ces sites pervers. Je suis d'accord, merci. Chaque jour, on voit des nouveaux sites, rien que pour tenter de bouleverser la conscience humanitaire. Il est obligatoire de prendre des mesures sur cela. Sinon, il y aurait des catastrophes. Il serait nécessaire de donner des critères pour ceux qui veulent construire ces sites-là. Pour ceux qui veulent ouvrir, il y aurait nécessaire de présenter quelques dossiers. Oui, il faut supprimer ces sites-là. Pour rappel, le président de la République en Conseil des ministres ce mercredi a demandé au CNRA de renforcer la sensibilisation des acteurs de la presse en ligne, de veiller au traitement professionnel de l'information conformément aux dispositions du Code de la presse afin de préserver nos valeurs culturelles. Sud International. 20 cadavres de migrants originaires d'Afrique subsaharienne ont été repêchés ce jeudi au large de Sfax sur la côte est de la Tunisie après le naufrage de leur embarcation de fortune. 5 autres migrants qui étaient à bord de cette embarcation ont été secourus. Les opérations de recherche par les gardes maritimes sont toujours en cours. Et puis Brexit, depuis hier après-midi, le suspense est à son comble concernant le Brexit. Les rumeurs faisant état de ce que les négociateurs étaient proches d'un accord final se sont multipliées. Mais
mercredi à Bruxelles, de nouvelles concessions auraient été faites par le Royaume-Uni à 8 jours de la fin de la période de transition et de la sortie effective de l'Union européenne, mais pour l'instant, rien ne filtre de définitif et il n'y a toujours pas de fumée blanche sur Berlaymont, le bâtiment principal de la Commission à Bruxelles. Parlons sport. L'actualité sportive que nous débutons, c'est avec le Paris Saint-Germain qui a décidé de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel à 6 mois de la fin de son contrat. Les détails avec Ndeye Mariam Ndiaye. Le PSG vient de se séparer de son entraîneur Thomas Tuchel. Le contrat du coach allemand devait se terminer dans 6 mois. En juin 2021, il devrait être remplacé par Mauricio Pochettino, ancien joueur du PSG et ex-entraîneur de Tottenham. Certes, Tuchel était contesté depuis la reprise de la saison et il est déjà plusieurs fois rapproché d'un éventuel licenciement. Mais il avait su obtenir la victoire décisive comme à Manchester United en Ligue des Champions, alors qu'il venait de gagner le dernier match de l'année 2020 au Parc des Princes face à Strasbourg. D'aucuns se demandent si cette décision du club de la capitale aurait-elle un rapport avec une drôle d'interview donnée mercredi par Tuchel à la chaîne allemande Sport 1. Dans celle-ci, il se désolait de la dimension politique des arcanes du PSG, loin de fonctionner comme une grande équipe selon lui, des propos qui n'étaient pas passés inaperçus en interne. Et c'est comme qui dirait que Leonardo n'a pas peut-être supporté cet écart médiatique, celui de trop après les sorties déjà peu appréciées durant le mercato estival. Les deux hommes s'étaient envoyés des pics avant que le directeur sportif parisien ne siffle la fin de la récréation et mette un coup de pression à l'entraîneur. C'est en tout cas un véritable coup de tonnerre au PSG qui va devoir se mettre en quête d'un nouveau coach pour finir la saison. Thomas Tuchel, de son côté, quitte le PSG avec un bilan de 96 victoires, 11 nuls et 20 défaites. Il se demandera probablement comment il a pu être limogé de la sorte, lui qui a tenté de diminuer mercredi soir en conférence de presse la portée de ses propos polémiques. Il avait sûrement raison. Au PSG, c'est autant du sport que de la politique. Ndeye Mariam Ndiaye, retenez que le Paris Saint-Germain s'est imposé hier devant Strasbourg 4-0. Angie a battu l'Olympique de Marseille 2-1. C'était hier également cette rencontre. Montpellier s'est incliné devant Lille. Score au bout du tunnel, 3-2 en faveur de Lille. Monaco, Saint-Etienne se sont neutralisés 2 buts partout. L'invité de la rédaction, il s'agit du docteur Ousseynou Ka, enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey et gériatre. Nous l'écoutons avec El Hadji Malick Ndiaye. Nous sommes avec Dr Ousseynou Ka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey, mais également gériatre. Alors, docteur, nous allons parler de la Covid et les personnes âgées. On note une recrudescence de cette pandémie de la Covid-19. Alors, docteur, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les personnes âgées dans ce contexte de recrudescence? Merci de cette question qui est une question d'actualité. Parce que quand on parle de personnes âgées, il faut savoir définir de quoi on met sur le terme personne âgée. Parce qu'il y a plusieurs définitions de la personne âgée. Il y a la définition que l'on utilise le plus souvent, qui est la définition chronologique, qui dit que toute personne de plus de 60 ans est considérée comme une personne âgée. Donc au Sénégal, si vous avez 60 ans, vous êtes considéré comme une personne âgée. Mais par contre, il y a d'autres définitions. Il y a par exemple la définition sociale qui définit la personne âgée en fonction de son statut. Par exemple, un médiateur familial est considéré comme une personne âgée. Il y a aussi la définition biologique qui permet vraiment de définir le statut médical de la personne âgée. C'est-à-dire que la définition biologique, on dit que dis-moi quel est l'âge de vos artères, je pourrais vous définir vraiment votre âge. Ce qui veut dire que dans cette définition biologique, on peut avoir 35 ans, 40 ans et être une personne âgée. Parce que si on a 40 ans, on est diabétique, hypertendu, etc., on a le statut vraiment d'une personne âgée sur le plan médical. Mais la définition la plus unanime admise est la définition chronologique qui dit que toute personne de plus de 60 ans est une personne âgée. Maintenant, les personnes âgées, c'est des personnes qui sont vulnérables, qui sont fragiles, et qui sont exposés à cette infection de coronavirus. Donc, ce qui veut dire que les personnes âgées doivent être vraiment protégées. Parce que quand on dit personnes âgées, très souvent, on pense aux comorbidités.
que la personne est atteinte d'hypertension artérielle, atteinte de diabète, atteinte de pathologie chronique. Et malheureusement, la Covid ne tue pas les personnes âgées, mais ce sont les comorbidités qui sont déséquilibrées et qui entraînent une issue fatale pour les personnes âgées. Pour donner un exemple, une personne âgée qui a le diabète infectée à la Covid-19, le diabète est décompensé. Le diabète décompensé va entraîner ce qu'on appelle dans notre jargon une acidocétose, qui va entraîner chez la personne âgée le coma. Et malheureusement, si on n'agit pas très vite, le diabète déséquilibré par la Covid va entraîner une issue fatale chez la personne âgée. Je donne un autre exemple. Une personne âgée atteinte d'hypertension artérielle, donc qui est infectée par la Covid, l'hypertension artérielle va se décompenser et l'hypertension artérielle peut entraîner des troubles de rythme cardiaque. Et ces troubles de rythme cardiaque peuvent évoluer vers un accident vasculaire cérébral qui va entraîner un coma et qui va entraîner un décès. Ce qui veut dire que ce qui déclenche vraiment le processus morbide et mortel, c'est l'infection à la Covid. Donc, c'est ça, en fait, vraiment la photocopie vraiment médicale des personnes âgées. Mais il faut savoir aussi que toutes les personnes âgées ne sont pas des personnes malades. On peut avoir des personnes âgées qui n'ont aucune pathologie et ces personnes vont évoluer comme un sujet adulte, comme un sujet normal. Maintenant, la question que vous avez posée est une question extrêmement importante que l'on devrait prendre pour que la personne âgée soit protégée. Il faut savoir que la personne âgée, c'est une personne qui vit dans la communauté, qui vit dans la famille. Donc, il faut les mêmes mesures édictées à la communauté et aux personnes. Mais il faut renforcer vraiment ces mesures quand on a une personne âgée. Par exemple, il faut surveiller la température pour guetter l'apparition de signes. Il faut essayer de demander à la personne âgée s'il n'a pas des signes d'infection respiratoire, tels que la toux, la difficulté de respirer. Il faut que les personnes âgées aussi portent leur masque. Lorsque la personne âgée et particulièrement quand la personne âgée est en face d'une autre personne qu'elle ne connaît pas. Donc, ou bien quand la personne âgée veut faire des courses, elle est obligée de porter vraiment son masque. Et aussi, il faut le lavage systématique des mains régulièrement, donc en utilisant, comme l'a recommandé le ministère de la Santé, ce qu'on appelle des solutions hydroalcooliques. Donc, il faut vraiment éviter toute sortie. On demande à la personne âgée aussi d'éviter toute sortie qui n'est pas indispensable. Donc, ça aussi, c'est très important. Et aussi, il faut adopter... Oui. Alors, docteur, donc, au-delà des mesures barrières, il faut être beaucoup plus vigilant. C'est ça. Et surtout, il faut demander à la personne âgée d'avoir une alimentation équilibrée. C'est-à-dire qu'il faut que la personne mange au minimum 4 à 5 fois dans la journée et que l'alimentation soit équilibrée parce que ça renforce son système immunitaire. Il faut que la personne âgée aussi puisse boire de l'eau régulièrement, au minimum 1,5 litres d'eau par jour. Parce que quand on manque d'eau et on a une infection à la Covid, l'augmentation de la température peut entraîner une déshydratation, aggraver ce qu'on appelle cette manque d'eau-là, ce qu'on appelle la déshydratation dans le jargon médical. Et cette déshydratation, si vous êtes diabétique, ça peut compliquer le diabète. Si vous êtes hypertendu, ça peut compliquer l'hypertension artérielle. Si vous avez une autre pathologie, ça peut compliquer cette pathologie-là. Et aussi, il faut aussi faire des mesures de confinement, mais les mesures de confinement doivent être adaptées selon le contexte. Parce qu'on ne peut pas demander à la personne âgée de faire le confinement, alors que nous, en matière de gériatrie, on demande à la personne âgée de faire des activités physiques. Ce qui veut dire que tous les jours, dans la cour de la maison, ou bien au niveau de la terrasse, la personne âgée doit faire de la marche, mais aussi, ce qui est important aussi, c'est la surveillance médicale. Il ne faut pas que les personnes âgées vraiment gardent leur maladie en se disant que non, nous avons peur d'aller à l'hôpital à cause de l'infection. Non, il faut que les personnes âgées soient suivies régulièrement pour leur pathologie chronique. Parce que ce qui est important, il ne faut pas que la maladie que vous avez soit déséquilibrée. Vous avez une maladie déséquilibrée et une infection vient s'y rajouter, ça va encore déséquilibrer davantage la maladie. Donc il faut vraiment une surveillance médicale adaptée à la personne. Voilà. Docteur Ousseynou Ka, je vous remercie. Merci, il n'y a pas de souci. Je rappelle que vous êtes gériatre et enseignant à l'université Alioune Diop de Bambey.